Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 199. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Écoutez, je suis un peu fébrile aujourd'hui. Je vous enregistre ceci durant ma semaine d'anniversaire. En fait, j'ai fêté mes 39 ans il y a quelques jours. Et j'ai senti le besoin de vous enregistrer ce qui va être le dernier épisode de l'ambition au féminin, puis je pense que c'est absolument parfait que ça arrive comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les cycles, qui fait beaucoup attention au début, aux fins, aux complétions. J'adore suivre le cycle lunaire pour réfléchir, pour lancer des projets. Mais dans ce cas-ci, je sens vraiment qu'avec 39 ans, je termine un cycle. Avec ce podcast, je termine un cycle. Je l'avais même lancé très proche de mon anniversaire il y a 5 ans de ça. Et donc, je trouve que c'est absolument parfait, universellement, symboliquement, etc., etc., pour enregistrer ce dernier épisode, l'épisode 199 de cette belle aventure qui était l'ambition au féminin. Donc, pas pour être trop woo là, à ce moment-ci, mais ce que je trouve intéressant aussi avec le chiffre 39, j'ai fait une mini recherche en numérologie, c'est que le 3 symbolise la créativité, la communication et l'expression. Et le 9, eh bien, c'est la fin des cycles. Mais c'est aussi la spiritualité, l'humanitarisme. Il y a quelque chose de une fin, mais ouverte, consciente, poreuse dans un certain sens. Et j'étais super excitée, dans le fond, que cette réflexion que j'ai aujourd'hui, ben, je puisse la partager dans une plateforme avec des gens, avec des personnes qui m'ont suivi à travers toute cette évolution aussi à travers l'entrepreneuriat. Donc, je voulais commencer par vous parler de un livre qui m'a beaucoup marqué, mais qui est revenu dans ma vie ces derniers mois, parce que j'ai commencé à réfléchir ou à beaucoup réaliser quelque chose que j'avais entendu il y a plusieurs années, hein, et que j'ai enfin compris. La sagesse, ça fonctionne par phase comme ça. Mais je pense que ça peut être utile aussi pour toutes les personnes qui se sentent dans une transition professionnelle, dans une transition entrepreneuriale, dans un lieu un peu instable où on ne sait pas exactement c'est quoi la prochaine étape, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se termine. Et je pense qu'on est collectivement dans un état comme ça, hein. On entend beaucoup, on voit beaucoup les anciens modèles se défaire, se rompre. Et on sait que même si c'est inconfortable, même si c'est anxiolytique, même si ça peut être épeurant, les fins de cycle viennent invariablement avec une nouvelle évolution. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va être, mais il y a quelque chose d'autre qui va émerger de ça. Et c'est pour ça que je voulais revenir un peu à ce livre, parce que pour moi, j'aime voir les cycles que les livres prennent, mais je pense que ça va vous parler aussi. On va parler de la Shadow Life de Steven Pressfield, donc la vie de l'ombre ou la carrière de l'ombre. Et ça, c'est un livre, c'est un terme que j'ai rencontré dans le livre Turning Pro, qui est un livre de Steven Pressfield et qui m'a donné une claque, m'a vraiment complètement chamboulée quand je l'ai lu. Et je me rappelle exactement où j'étais quand je lisais les pages, mais aussi parce que, puis là, je pense que le contexte est quand même important.
J'ai lu ce livre-là quand j'étais en semi-voyage de noces. C'était quand même plus tard que notre mariage, beaucoup, à Hawaï. Pour la première fois, je visitais Hawaï. Et c'était environ 2018. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien que je vivais une période de très grande anxiété, au point où j'étais dans la voiture, on avait atterri dans dans ce paradis terrestre, et pendant que mon mari conduisait, moi, en cachette, je regardais mon téléphone pour voir où était l'hôpital le plus proche, parce que j'avais une très, très grande peur de la mort à ce moment-là. Et j'étais sûre que j'allais mourir dans les... Tu sais, que chaque journée portait en elle un danger beaucoup plus grand que ce que j'étais capable de gérer à ce moment-là. C'est une période assez intense, mais je suis persuadée que c'était lié avec le fait que j'étais dans un endroit où que j'avais coché, dans le fond, les cases que je voulais cocher dans ma vie et que je ne me reconnaissais pas dans cette situation. Donc, contexte, euh, à ce moment-là, début 2018, le mouvement MeToo battait son plein. Ça faisait émerger en moi énormément de choses. Le mouvement MeToo, hein, où il y avait toutes ces personnes toutes ces femmes surtout, qui prenaient la parole sur les abus qu'elles avaient vécus. Ça, ça, ça a été un gros événement dans ma vie parce que ça a fait émerger chez moi aussi des traumas qui n'avaient jamais été nommés. Et donc, je vivais avec ça. Je venais de commencer un nouvel emploi. Bon, je venais pas. Genre, ça faisait à peu près une demi-année que je travaillais dans un nouvel emploi qui était super bien payé, qui était super stable, sécuritaire, qui était stimulant aussi. Je travaillais dans une université. Je travaillais avec des gens géniaux. Et de ce côté-là, j'avais rien à me plaindre. Je venais de me marier, le, j'avais un appartement à mon nom, mon chien, tu sais, comme les choses allaient bien. J'étais respectée dans mon travail et en même temps, voilà que je vivais cette anxiété débilitante, que je me sentais euh, en danger de mort, littéralement. Et puis, c'est là que j'ai lu le livre de Pressfield et que j'ai rencontré les... Ah oui, l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que ça faisait à peu près un an et demi que j'avais lancé mon entreprise qui m'avait servi qui avait été accessoire à obtenir cet emploi-là et que je ne voulais pas nécessairement laisser parce que juste avant d'avoir cet emploi qui était un peu une surprise, j'avais décidé de me lancer à temps plein sur le blog, sur ma business. Puis finalement, bon, les choses ont été autrement. Et donc, je me ramasse à Hawaï avec cette anxiété débilitante. Ça faisait plusieurs mois que j'étais là-dedans. J'avais tout pour moi et pourtant, genre, il y avait des moments où j'éclatais en sanglots. Et là, je lisais ce livre qui s'appelle Turning Pro, dont j'ai parlé, et j'ai rencontré le concept de la shadow life. Puis la façon dont Pressfield décrit la shadow life ou la vie de l'ombre, c'est que c'est euh, c'est une vie qu'on construit comme un masque, comme un remplacement, une version bastardisée de ce à quoi on aspire vraiment. Puis l'exemple qu'il donnait, c'est que lui voulait être un écrivain, mais il est devenu camionneur, il a vécu la vie de bohème, il buvait tard le soir, il était semi-alcoolique, tu sais, des choses comme ça. Donc, il a réalisé que il vivait la vie de bohème de l'écrivain sans l'écriture. Et il donne d'autres exemples, comme par exemple le musicien de rock qui va comme faire les drogues, les parties et tout ça, mais qui va jamais jouer de musique. L'expert en ingénierie aérospatiale qui va jamais faire son brevet de pilote.
ou qui va comme, tu sais, qui a besoin d'adrénaline, mais qui reste dans son job adjacent. Et ça m'a fait réaliser que moi, conseillère en communication à l'université, où je voulais faire briller les autres, en la marketeuse qui voulait vivre de ses mots, de ses idées, mais qui n'écrit jamais son livre et qui enseigne à couvert. Et là, je me suis dit, OK, je comprends que je me suis créé une shadow life. Une shadow life dans laquelle je suis à l'aise, je suis sécure, j'ai tout ce que les gens vont envier de moi là, dans la société et je ne suis pas pleinement honnête envers mes propres aspirations. Puis là, bon, le livre traite de comment est-ce qu'on turn pro, comment est-ce qu'on devient un pro, comment on arrête de traiter notre vie comme un hobby qui n'est inconséquent, parce que ça, c'est une autre chose de la shadow life. Si on échoue à notre shadow life, c'est pas grave, parce que c'était pas la vraie chose. Hein, c'était juste une imitation de la chose qu'on voulait. Donc, on se protège de l'échec de cette façon-là, parce que on va jamais vraiment pour ce que l'on désire vraiment. Puis ça m'a complètement chamboulée parce que j'ai reconnu ce que je faisais. Tu sais, je travaillais littéralement dans une université après avoir euh, caressé pendant si longtemps euh, le, le désir de poursuivre la voie académique, de faire mon doctorat, d'enseigner. Et puis finalement, voilà que je trouve quelque chose qui ressemble, mais qui me fait de l'argent, qui est comme pas trop dans les lumières, qui est pas, tu sais, mon cerveau rationnel a comme dans un sens euh, trouvé une version de me protéger à travers tout ça, de me protéger du risque. Et puis, c'est intéressant parce que dans Turning Pro, à la fin de la partie où il introduit la Shadow Life, il dit If you're dissatisfied with your current life, ask yourself what your current life is a metaphor for. Donc, si tu es insatisfaite de ta vie actuelle, demande-toi, ta vie actuelle est une métaphore de quoi? Puis là, c'est là que j'ai vu, OK, ma vie actuelle, c'est une métaphore de travailler dans des centres de recherche. C'est une métaphore de travailler dans l'étude supérieure, dans le milieu de la connaissance. C'est une métaphore de euh, instaurer du changement aussi dans les mœurs, dans les coutumes, de travailler dans l'innovation, des choses comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à enlever les pelures dans le choix de faire du marketing et comment je l'ai comme transformé un peu en une shadow life pour moi. Parce que pour moi, quand j'ai commencé à me poser la question, mais c'est une métaphore de quoi? Ben, c'est sûr que le marketing, c'est une métaphore de l'influence. C'est la métaphore d'influencer avec ses mots, de transformer. Parce que ça a une énergie magique, le marketing. Et apprendre à le faire fait de nous des magiciens des mots. On crée des univers, on crée des potentiels, on crée de la connexion, on crée de la résonance. Il y a quelque chose de très artistique dans la volonté de vouloir avoir une influence, mais aussi il y a du leadership. Il y a la volonté de changer les mœurs, les coutumes, les façons de voir le monde. Et c'est là que j'ai compris que le marketing, c'était pas ma passion, c'était l'ombre derrière laquelle je me cachais de ce que je voulais réellement avoir comme influence, comme impact. Mais c'est sûr que c'est plus safe de dire que je fais du marketing que, par exemple, je travaille dans l'innovation ou dans l'impact parce que j'avais pas nécessairement les diplômes là-dedans, j'étais insécure, etc., etc. Donc, j'ai l'impression que, bon, toutes les années qui ont suivi, ça a été un peu une redécouverte de cette chose-là. On voit, ben, OK, comment est-ce que je fais pour faire du marketing qui est
conscient? Comment est-ce que je fais pour faire du marketing non oppressif? Comment est-ce que je fais pour introduire le féminisme dans le marketing? Comment est-ce que je fais pour avoir des meilleures modalités de coaching, genre pour comme aider les gens à faire du marketing? Parce que au cœur du marketing, il y a quand même l'identité, il y a le positionnement, il y a qui on est, il y a qui on pense être, il y a des histoires, il y a des mots. Mais c'était pas exactement ça non plus que je cherchais. C'était pas d'être la meilleure au marketing que je cherchais. C'était vraiment genre d'aider les gens à transformer leur monde, d'avoir une influence, d'avoir un impact sur ce qui les entourait. Le temps a passé, j'ai lancé mon entreprise, j'ai eu ma fille, j'ai continué à régler de nombreux traumas. Et puis, dans les 2 dernières années, j'ai eu un autre moment, genre de grande anxiété. En fait, c'est devenu une dépression. Et à travers ça, j'ai réalisé aussi que, fun fact, ça s'est passé aussi à mon deuxième voyage à Hawaï. Euh, Fun fact, j'étais quand même en train de construire une entreprise de l'ombre. Donc, une entreprise qui était dédiée de plus en plus au marketing et de moins en moins à le réel message d'influence et de transformation que je voulais avoir. Donc, c'est intéressant parce que j'ai dû, par exemple, refaire mes applications. J'ai appliqué au doctorat. Donc, il y a plusieurs cycles qui se sont fermés dans les dernières années. Les applications doctorales, le programme Money Brand que j'avais lancé, plusieurs choses que j'avais mis en œuvre, que j'ai dit, OK, on est en train de pivoter vers quelque chose d'autre. Je ne sais pas exactement quelle forme ça va être. Autopoésie, c'est né. Terre fertile est né. Il y a eu d'autres choses qui se sont mises en place. Mais il y avait encore cette identité du marketing qui faisait que c'était difficile après ça de montrer où est-ce qu'on en est par rapport à toute cette philosophie du changement que je voulais avoir, que je voulais démontrer. Et dans cette dernière année, avec ce 39 ans qui arrive, j'ai l'impression que j'ai vraiment bien compris maintenant que ce cycle est clos. Le marketing, je le connais, je le maîtrise, il va toujours me servir, je vais toujours pouvoir l'utiliser, le montrer, je vais toujours pouvoir faire des mandats pour les gens. Mais c'est comme si, à l'intérieur de moi, ce cycle-là était clos. J'en avais plus besoin du marketing pour me définir. Je suis prête à rentrer dans une nouvelle phase beaucoup plus proche de ce que je veux accomplir. Et ce que je veux accomplir, c'est beaucoup ce travail vers le changement. Je me suis beaucoup spécialisée à travailler avec des personnes qui sont dans des espaces de transition, hein, des personnes qui sont en train de lancer leur entreprise, mais qui ont encore un pied dans leur emploi, hein, les fameux entrepreneurs à temps partiel, les personnes qui pivotent vers une nouvelle industrie ou une nouvelle façon de faire ou un nouveau modèle d'affaires, des personnes qui veulent avoir de l'influence sur leur monde, sur leur famille, sur leur trauma intergénérationnel, qui veulent vraiment transformer quelque chose à l'intérieur d'eux qui va leur permettre ensuite de transformer à l'extérieur d'eux. Parce que c'est ça aussi la transformation, c'est que on a beau réfléchir aux choses dans notre tête, on a beau comprendre qui on est dans notre tête, on a beau faire des plans d'action sur 5 ans et des choses comme ça ne sert à rien si ce n'est pas incarné. Parce qu'un positionnement n'est fort qu'à la hauteur de son incarnation, de sa cohérence. Et c'est pour ça que j'avais beau faire du marketing, j'avais beau trouver les bons mots, j'avais beau aider mes clients à faire des pages web puis des choses comme ça servait à rien de faire tout ça si on ne travaillait pas sur l'incarnation, sur l'identité qui portait ces messages-là. Et de plus en plus, j'étais comme, mais c'est ça, le marketing est un peu le résultat final, hein, l'influence qu'on a à travers nos communications, nos transmissions, les signaux qu'on envoie. Mais le vrai travail que j'amenais les gens à faire, c'était un travail de transition vers une nouvelle identité, vers un nouveau positionnement,
vers un lieu à partir duquel il allait être possible de vendre des nouveaux services, prendre une nouvelle identité professionnelle, s'intégrer dans de nouvelles communautés, changer des choses qui ont toujours été d'une certaine façon, mais que là, maintenant, on décide de faire différemment. Hein? Je pense à plusieurs de mes clientes qui sont en train de revoir les codes de leur industrie. Puis c'est ça qui est intéressant avec le web, c'est que le web est un espace qui nous permet d'innover et de faire des choses différemment, de changer les codes, de changer les modèles. Et donc, c'est un lieu propice pour ces transformations, pour ces alchimies-là. Au fur et à mesure que je parle, j'ai toujours l'image du magicien dans le tarot en tête, là, le fameux alchimiste. Et c'est ça qu'on est en train de créer quand on va invoquer à travers le marketing, à travers le positionnement, ces futurs qu'on essaye de créer pour nous, pour nos communautés, pour nos industries. Donc, l'entreprise devient un véhicule pour ce changement parce que nous faisons évoluer le monde au fur et à mesure que nous changeons nous-mêmes et notre entreprise devient un véhicule pour ce changement, pour cette transformation. Parce qu'une fois qu'elle est incarnée à l'intérieur de nous, dans nos changements, dans notre coaching, dans notre mindset, après ça, on peut déployer des nouvelles façons de traiter nos employés, des nouvelles façons, des nouvelles offres qui sont différentes de ce qui était là dans l'industrie, des nouvelles façons de collaborer avec d'autres personnes ou avec d'amener d'autres disciplines à l'intérieur de notre discipline. Bref, une infinité de potentiel et l'entreprise devient un genre de carré de sable à l'intérieur duquel on vient tester ces nouvelles identités, ces nouveaux positionnements, ces nouvelles transformations. Mais le grand travail qui, moi, m'intéresse vraiment, c'est celui d'amener quelqu'un à travers les mots, à travers ses conceptions, à travers ses expériences, à travers le unshaming, à travers l'incarnation somatique, à travers toutes ces choses-là, les amener à cette nouvelle identité-là. C'est pourquoi mon prochain podcast, mon prochain lieu de réflexion va s'appeler l'entremonde. Entre, hein, dans l'interstice, dans les transitions, dans l'espace liminal, monde, qui veut dire à la fois nous ensemble, le monde, on est entre notre monde et entre les mondes, entre les différents mondes qu'on veut voir apparaître. Celui qu'on a connu dans le passé, celui que l'on comprend dans le présent, celui qu'on aspire à créer dans le futur. Et cet espace de transition, c'est là que je soutiens les leaders de changement, les leaders de pensée, les entrepreneurs conscients, les éveilleurs de conscience, tous ces gens-là qui veulent justement évoluer, changer, se transformer pour pouvoir transformer les mondes. Je trouve ça à la fois abstrait et concret. Pour moi, c'est très, très concret parce que je travaille au quotidien avec des gens qui sont dans des espaces de transition, mais ça veut aussi dire que euh, pour moi, le focus du marketing, bien que mes clients, ils me le disent souvent, hein, c'est pas pour ça qu'ils viennent me voir, ils comprennent inconsciemment ou du moins ils comprennent que mon travail se situe justement dans cet espace de transformation, mais que pour être capable de faire du bon marketing, le marketing, c'est un peu la surface, hein, c'est la pointe de l'iceberg, c'est ce qu'on va voir. Mais tout le travail qui vient en dessous, tout le travail qui vient avant, toute cette prise en compte de notre propre leadership à travers la transformation, c'est après ça ce qui nous permet d'avoir une réelle influence sur les gens. S'il n'y a rien en dessous du marketing, si ça se tient sur rien, ça ne va pas fonctionner. Puis c'est pas juste de dire ah tous les matins je me regarde dans le miroir puis je me dis genre que je suis une boss babe. Non, c'est vraiment de voir comme est-ce que le monde qu'on est en train de créer, il vient activer mes traumas, il me rend insécure parce que
je suis encore attachée à certaines façons de penser ou certaines façons de faire? Est-ce que je suis en train de créer un futur qui est régénératif, qui va pouvoir aider mes enfants, ou je suis juste en train genre, d'essayer d'avoir le plus de cash possible là, maintenant, en essayant genre de comme, même si ça implique de détruire la planète et toutes ces choses-là. Donc, c'est quoi le legacy qu'on laisse aussi? C'est pour ça que l'entrepreneuriat conscient, ou du moins quelque chose qui va être régénératif, c'est aussi vraiment crucial pour ce travail-là, parce que vu qu'on construit des futurs, on veut pas construire n'importe quel futur. Et on veut pas construire des futurs qui nous ont amenés aux problèmes d'aujourd'hui. Donc, l'entremonde, hein, l'entremonde, ça va être cet espace où on va explorer la culture du changement, où on va explorer qu'est-ce que ça implique, par exemple, de transitionner entre des mondes. Puis c'est intéressant parce que ça fait des années que je travaille sur le web, et s'il y a un autre monde euh, dans lequel on doit apprendre des nouveaux codes, puis on doit apprendre à s'incarner d'une autre façon, c'est bien le web. Et c'est ça qu'on fait dans tout mon travail qui a été autour du marketing. Donc ça reste naturellement, ça va jamais disparaître, ça va toujours être quelque chose qu'on peut venir euh, activer, mais ça ne sert à rien de faire ce travail-là de pur marketing si on vient pas faire un travail de leadership avant ça. Donc, ma grande réflexion pour mes 39 ans, c'est qu'on clôt le cycle marketing, on rentre dans une ère d'évolution, une ère de changement, parce qu'on entre dans une ère où on veut créer des nouveaux futurs, où l'influence qu'on veut avoir, c'est dans une vision intergénérationnelle qui va nous permettre après ça euh, de léguer quelque chose de beau à nos enfants. OK. Je sais pas si ça fait du sens. Ça fait du sens pour moi. C'est toujours très abstrait dans ma tête, mais aussi c'est super concret parce que euh, oui, il y a le coaching, oui, il y a le marketing, mais de plus en plus, je vais aller explorer ces espaces où le changement organisationnel, le changement, l'innovation sociale, toutes ces choses-là, j'ai l'impression que c'est vers cette direction-là que ma carrière m'appelle en ce moment. Donc, si vous écoutez ça et vous êtes dans ces milieux-là, envoyez-moi un mot. Là, je suis au stade où je veux parler au maximum de gens qui sont ouvertement dans les milieux, dans les professions du changement. Je connais déjà beaucoup de gens justement dans les espaces du coaching, mais il y a d'autres façons aussi d'accompagner le changement, que ce soit en entreprise, que ce soit avec les individus, que ce soit dans les familles. Et ça, c'est ce qui va me fasciner, j'ai l'impression, pour les prochaines années à venir. Donc, merci aussi à celles et ceux qui ont écouté l'ambition au féminin. On est en train de faire peau neuve avec l'entremonde. Ça va être quelque chose d'un peu différent, mais aussi avec les mêmes, la même volonté d'inviter des voix qu'on n'entend pas souvent dans les podcasts business, parce que c'est toujours très axé sur les histoires qu'on connaît tous, hein, les succès, les difficultés, da. Mais ici, on va vraiment se concentrer sur qu'est-ce que ça prend pour évoluer, qu'est-ce que ça prend pour devenir, qu'est-ce que ça prend pour s'adapter et prospérer quand on rentre dans un nouveau cycle, dans un nouveau monde qu'on a voulu, qu'on a aspiré à, mais qui demande quand même de passer à travers l'inconfort de de l'évolution, de la mutation. Merci à tous, et puis j'ai hâte de vous retrouver dans cette nouvelle aventure. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'infolettre, hein, mtamarque.com/infolettre, pour être sûr de ne pas manquer les lancements et les nouvelles relatives à, à notre travail. Je vous souhaite une super belle journée et on se dit à très bientôt. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast,
C'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.